Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre studio pour notre 33e séquence IT Box. La dernière fois, nous avions parlé des clean codes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à serverless ou l'informatique sans serveur. On va d'abord expliquer plus longuement tout ça, mais pourquoi celle-ci est intéressante. Et pour en parler, je me trouve avec Loïc Manette. Bonjour Loïc. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes architecte Java et développeur senior chez Onirix du groupe Black Sheep Tribes. Alors Loïc, serverless, expliquez-nous, c'est pas sans serveur, hein, ça vous allez nous l'expliquer. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas sans serveur. Si on le traduit littéralement, c'est moins de serveurs. Ouais. L'idée est que on va s'affranchir un petit peu de penser uniquement à comment je dois le déployer, où je dois le déployer, tout ça. On va pouvoir se concentrer plus sur comment on va le construire pour que ça fonctionne. Donc on va s'abstraire de cette couche de complexité. Alors donc c'est une des manières de mettre à disposition du contenu. Évidemment, c'est pas la seule, on va refaire le point sur tout ça. Voilà. Alors historiquement, on a ce qu'on appelle le on-premise, qui est ce que faisait la plupart des sociétés, c'est avoir un rack avec des serveurs ou un data center avec plein de serveurs. Ça coûte très cher parce que il faut compter le coût des machines, il faut compter le refroidissement, l'électricité, plus la maintenance, c'est très cher. Et donc on essaye évidemment de réduire les coûts. Voilà, c'est là que vient le cloud où l'idée est tout le monde met au même endroit, ce qui veut dire qu'on a une économie d'échelle. On a de l'infrastructure as service, du platform as service, du software as service dans le cloud. Alors, on va payer uniquement pour ce qu'on utilise. On gagne tout de suite quand on veut scaler, donc agrandir, on a besoin, les serveurs sont là, il y a juste à demander pour les avoir et ça fonctionne. On gagne en élasticité, donc on a beaucoup d'avantages, mais on reste quand même avec certains inconvénients. Parce que on a des serveurs, ça veut dire qu'on doit patcher les systèmes d'exploitation, on doit vérifier que l'infrastructure tourne correctement, et généralement on laisse quand même tourner un serveur s'il y a un client qui appelle, et donc on paye toujours sur ce serveur même s'il n'est pas utilisé. Alors il y a des slides évidemment pour découvrir tout ça, mais comment ça fonctionne concrètement ce serverless? Alors le serverless, c'est ce qu'on appelle du function as a service. Ouais. Donc on va vraiment payer que pour ce qu'on utilise. On va avoir des triggers qui nous permettent d'appeler ces fonctions. Et en fait, derrière, il n'y a pas de grande sorcellerie. C'est simplement, on utilise les mêmes serveurs qu'on utiliserait si on payait pour notre serveur, mais il y a un certain nombre de surcouches qui vont simplifier l'utilisation pour qu'on se concentre juste à déployer du code qui va être exécuté sur base de ces triggers. Alors, pourquoi utiliser serverless et quels sont les grands avantages en fait de cette technologie? En termes d'utilisation, il sera plus facile d'utiliser du serverless si on est déjà habitué à tout ce qui est web service, microservice architecture, où on a du code avec des fonctionnalités mais vraiment très petites, où c'est facile de subdiviser. Par contre, on va avoir beaucoup de mal si on a des monolithes, ce qu'on appelait des monolithes, des grosses bases de code, des grosses applications, ça ne fonctionnera simplement pas, il va falloir beaucoup de travail pour y arriver. Autre avantage? L'autre avantage, simplement, quand on a ça, on va vraiment payer que pour ce qu'on utilise. Quand je dis que ce qu'on utilise, c'est pour le temps processeur, la RAM qu'on utilise, pas plus. On ne doit pas gérer du coup non plus le patch parce que c'est mis à disposition. Et tout ça va se scaler automatiquement. Oui. S'il y a 3000 d'un seul coup, 3 millions d'utilisateurs qui appellent, le gestionnaire de cloud va le faire pour nous. Il va agrandir le nombre d'instances disponibles et on n'a pas besoin de se préoccuper. On ne doit rien faire, ça se fait tout seul. Ce qu'on aurait dû faire à la main sur une plateforme habituelle. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres avantages ou on passe aux inconvénients? Parce que ça, il y en a aussi peut-être? Oui, il y en a quand même quelques-uns parce que on a moins de contrôle sur ce qu'on fait. Ouais. Et donc, il y a des inconvénients qui viennent avec ça. Tout d'abord, on avait parlé il y a quelques semaines de DDoS. Dans le cas du serverless, si on a un bot qui attaque le service en permanence, on va payer pour chaque appel et on ne peut pas l'éviter. On va de toute manière devoir payer pour le code qu'on stocke. D'habitude, on peut déployer directement quelque chose dessus. Si le code, on va fournir du code et donc on va payer pour ce stockage. Alors, rassurons-nous, si on parle de cents par mois, on n'est pas à des milliers d'euros, très loin de là. Un autre désavantage, c'est que ce sont des fonctions, mais il y a un petit temps de démarrage. Quand elles n'ont pas été appelées depuis un moment, il y a un petit temps de démarrage. C'est ce qu'on appelle un call start. Alors, avec des langages qui sont juste interprétés tels que JavaScript, ce call start, il est minime. Mais quand on a des langages tels que Java ou .NET qui ont besoin d'un petit temps de démarrage, ça peut avoir un impact assez significatif sur la performance qu'on a. Et alors, si on veut exécuter de longues tâches, c'est pas fait pour ça. La plupart des fonctions serverless ont un temps de vie très limité. Et le but est justement qu'il soit limité parce qu'on paye à la minute utilisée. Et enfin, le dernier, c'est on est lié au vendeur de notre service cloud.
Donc, qu'on soit sur Azure, qu'on soit sur AWS, qu'on soit sur Google Cloud, chacun a sa manière de faire. Et au jour d'aujourd'hui, bon, on commence à tendre vers des solutions qui pourraient être interchangeables. Mais aujourd'hui, on est, entre guillemets, lié à ce fournisseur. Et donc, ben, si on veut changer un moment, ben, il va y avoir de la réécriture de facto. Ok, alors pour conclure, Loïc, quand utiliser ces technologies et à quoi est-ce qu'il faudra du coup être attentif? Alors, ces technologies, elles sont là pour se concentrer sur comment on le fait, ce qu'on fait, plutôt que comment on va le déployer, tout ça. C'est vraiment son gros avantage. C'est très pratique quand on veut démarrer un nouveau projet, qu'on veut aller très vite. On a juste à déployer nos petits morceaux de code, les connecter entre eux, et ça va marcher. Okay. C'est l'endroit où ça sera le plus facile. Le faire avec une base de code énorme, c'est pas le bon moment pour le faire. D'accord. Faut toujours être attentif malgré tout à ce qui va être logique, c'est qu'on va chaîner des fonctions pour arriver à un calcul. Sauf que si on en enchaîne 10 et qu'il y a des temps de démarrage un peu longs, ce que j'appelais call start, insérés, ça vaut la peine de vérifier que ce qui normalement devrait prendre une milliseconde, au final ne prend pas 15 secondes quand tout doit démarrer un petit peu. Il faut connaître les dépendances de chaque service, mais c'est un lien avec l'architecture microservice. C'est si on change un morceau de code à un endroit, ça peut avoir des impacts un peu partout, donc il faut bien les connaître. Okay. Et une chose de base, c'est bien loguer ce qui se passe. Ça permettra de suivre ce qui se produit. Et en cas d'incident, on peut directement identifier « Ah, ça vient de là, je peux le retrouver ». Merci beaucoup, Loïc Magnette, pour tous ces renseignements. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Et puis, vous pouvez retrouver toutes ces séquences IT Box sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne YouTube, Black Sheep Tribes Network. À très bientôt. Au revoir.